son oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. À Der el-Bala, ces Gazaouis luttent éperdument contre les flammes. Ce dimanche à l'aube, des bombes israéliennes se sont abattues dans un camp de réfugiés situé près de l'hôpital Al-Aqsa, tuant au moins 4 personnes et faisant des dizaines de blessés. La veille, dans la ville de Gaza, cette école a été bombardée 2 fois, coup sur coup. Au moins 17 personnes sont mortes. Pour l'armée israélienne, le complexe servait de cachette aux combattants du Hamas. Les habitants et les services de secours se précipitent pour tenter de sauver les potentiels rescapés. Après la première attaque, nous sommes venus ici et nous avons trouvé l'école et les maisons complètement détruites. Plus loin, dans les rues derrière l'école, il y a des blessés et des morts. Nos équipes ont pu transporter une partie des morts et des blessés, mais pas tous, car l'ennemi a contacté l'une des personnes présentes dans l'école et lui a demandé d'évacuer. Nous nous sommes retirés de la zone et 20 minutes plus tard, l'école a été bombardée une seconde fois. Depuis l'assassinat du leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, les espoirs de parvenir à un cessez-le-feu à court terme sont de plus en plus minces. La délégation israélienne qui s'est rendue samedi au Caire pour rencontrer les médiateurs égyptiens serait déjà rentrée en Israël, annoncent les médias locaux. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. J'ai choisi pour introduire notre émission d'aujourd'hui cette nouvelle concernant la guerre de Gaza qui a été diffusée sur une chaîne de télévision. Malheureusement, depuis plus de 10 mois, ce genre d'information est quotidien et n'étonne plus beaucoup les spectateurs. Il y a une certaine habitude très désespérante qui semble s'installer chez les témoins de ce génocide. Certains s'indignent encore à la vue de ces massacres d'innocents, mais la communauté internationale, seule capable de mettre fin à cette guerre, ne prend aucune mesure concrète pour contraindre le gouvernement israélien à accepter immédiatement un cessez-le-feu. Mais après le désastre de l'écrasement presque total des habitants et des maisons de la bande de Gaza, il est peut-être déjà trop tard pour espérer un retour à la vie dans cette partie de la Palestine. Le 10 août 2024, voici encore les dernières nouvelles de la guerre.
Ce samedi matin, un raid israélien a frappé une école à Gaza, tuant plus de 90 personnes selon les autorités palestiniennes. Ce bombardement, l'un des plus meurtriers en 10 mois de conflit, a aussi fait des dizaines de blessés. L'école servait de refuge pour les civils déplacés par la guerre. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, affirmant que cette école abritait un centre de commandement du Hamas. Le raid a eu lieu avant le lever du soleil, alors que des personnes priaient dans une mosquée attenante à l'établissement. Les missiles sont tombés sans avertissement, selon les témoins, causant d'innombrables pertes humaines parmi les civils, y compris des femmes et des enfants. La guerre entre le Hamas et Israël a déplacé plus de 1,9 million des 2,3 millions d'habitants de Gaza qui vivent désormais entassés dans des camps. Dans ce contexte de crise au Moyen-Orient, la communauté internationale intensifie ses efforts pour négocier un cessez-le-feu durable. Frappe a touché l'étage du haut occupé par des femmes et des enfants. Déclaration du porte-parole de la défense civile palestinienne après le bombardement d'une école à Gaza. 93 personnes au moins ont été tuées, parmi lesquelles 11 enfants, 6 femmes. L'armée israélienne dit avoir visé un centre de commandement du Hamas. Je vous propose d'écouter tout de suite ces témoignages recueillis sur place. Nos équipes se sont immédiatement rendues sur place, mais nous avons été choqués par l'ampleur du massacre et effrayés par le grand nombre de martyrs et de blessés, dont des enfants et des femmes. Certaines victimes étaient en morceaux et d'autres avaient les corps encore en train de brûler. C'était une scène effrayante qui ne tenait pas compte de la moindre considération humanitaire. J'ai 80 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme un tremblement de terre. La façon dont ils nous bombardent est comme un tremblement de terre. Ils brûlent les gens. Tout le monde est mort ou blessé. Ils les ont trouvés brûlés dans la salle de prière. Que pouvons-nous faire? Ils m'ont dit que mes fils, mes petits-enfants et le fils d'un membre de ma famille sont morts en martyrs. Que puis-je dire ou faire? Voilà pour ces témoignages et on retrouve tout de suite en direct depuis Gaza notre confrère sur place, le journaliste Rami Abou-Jamous. Bonjour à vous Rami, merci d'être en direct avec nous. Rami, vous vivez cette guerre depuis 10 mois maintenant et c'est une nouvelle nuit d'horreur que vous avez traversée. Oui, bien sûr, on s'est réveillé avec ce massacre. C'est pas la première fois et j'espère que ça va être la dernière fois. Mais malheureusement, on s'est réveillé avec ce massacre et apparemment, c'est une nouvelle stratégie de la part de l'armée israélienne. Ils ont visé dans la dernière semaine à peu près plus de 10 écoles. Et pareil pour le gouvernement ou bien le porte-parole du gouvernement du Hamas, ces chiffres, ils parlent de 173 endroits ou bien un endroit de refuge. Parmi eux, les écoles ont été visées pendant les 10 mois. Malheureusement, ça devient un endroit non sécurisé, non sûr. Depuis le premier jour de la guerre, c'était le cas, mais là, on voit de plus en plus des massacres dans ces endroits-là. C'est une nouvelle stratégie de la part des Israéliens apparemment, parce qu'ils veulent que tout le monde fuit les écoles, mais le problème, il n'y a aucun endroit pour y aller, parce que il y a aucun endroit à part les écoles. Quand je dis école, c'est pas parce que c'est un endroit sûr, mais plutôt parce qu'il y a du béton. On peut avoir une chambre, on peut avoir un endroit où on peut passer la nuit. C'est pas et on était dans la rue avec des matelas et dans des grandes surfaces. Et qu'en est-il, Rami, en ce qui concerne l'aide humanitaire, la nourriture? Est-ce qu'elle peut être acheminée ou là encore la traversée de ces camions est toujours entravée? Oui, le problème pour le nord de la bande de Gaza, malheureusement, depuis 3 mois et un peu plus, il n'y a aucun camion qui est passé, à part que hier, il y a 20 camions qui sont passés. Ce sont des camions de la viande et quelques légumes et fruits, mais on parle de 20 camions juste pour 700 000 personnes. Ces 20 camions ne suffisent même pas pour 20 familles. Et pour le sud de la bande de Gaza, il y a le secteur privé qui s'est importé, mais les prix sont hors normal et les gens, ils n'ont pas la capacité, le pouvoir d'achat d'acheter la nourriture. Donc c'est la malnutrition dans le sud de la bande de Gaza et c'est la famine au nord de la bande de Gaza. Merci beaucoup Rami, merci pour ce témoignage. Rami Abou-Jamous en direct de Gaza. Nous avons entendu les nouvelles de Gaza du 10 août 2024. Le journaliste palestinien Rami a pu s'exprimer sur une chaîne de télévision française, mais il est très difficile d'avoir des informations sur ce génocide, car plus d'une centaine de journalistes ont été tués à Gaza par l'armée israélienne. Les journalistes internationaux, comme vous le savez, ont toujours l'interdiction de se rendre à Gaza. Alors, qu'en est-il des informations que les habitants d'Israël reçoivent actuellement ?
Nous savons que la propagande gouvernementale est très importante en Israël, mais on peut espérer que tout le peuple israélien n'est pas dupe du comportement de son gouvernement. Pour connaître les réactions des habitants d'Israël, il faut écouter les témoins juifs qui reviennent de ce pays. Nous avions déjà entendu le cinéaste israélien Eliad Sivan dans une précédente émission Civis Pacem. Il est retourné depuis en Israël et il est interrogé sur la chaîne de télévision palestinienne diffusée sur YouTube. Il est une voix bien connue des militants et militantes de la cause palestinienne, mais malheureusement absent des grands médias. Je veux parler du réalisateur et essayiste Eyal Sivan. Auteur de livres essentiels comme Un État commun ou Un boycott légitime, ainsi que réalisateur de films documentaires, parmi lesquels on peut citer Route 181, Les esclaves de la mémoire ou Jaffa, la mécanique de l'orange, sa production et ses analyses nous aident depuis des années à mieux comprendre l'évolution de la situation entre Palestiniens et Israéliens et comment elle a pu aboutir au premier génocide du XXIe siècle. De retour en France après un bref séjour en Palestine-Israël, nous l'avons interviewé pour évoquer avec lui les derniers développements en cours dans la région, ainsi que les pistes d'avenir encore envisageables pour les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens. Ce qui a changé, je pense, depuis la dernière fois que j'ai été, c'est voir jusqu'à quel point les Israéliens sont rentrés dans une forme d'une routine ou d'une acceptation, si vous voulez, de paradoxes, de contradictions et de la propagande. Je dirais que voilà, on est au-delà de raisonnement. Ok, donc les informations qu'on a eues, comme notamment donc, de la revue de l'Ancet, qui parle maintenant de 186 000 morts à Gaza, tout à fait plausible, ce n'est pas quelque chose qui a fait un peu bouger les lignes, qui a suscité Non, une conscience. non, non, pas du tout. Il faut dire d'abord que la majorité, la grande majorité de la société israélienne, ceux qui veulent pas savoir ne savent pas, ne cherchent pas à savoir. Et je dirais même s'ils auraient su, ils trouveront les régimes de justification nécessaires pour pouvoir mettre une distance entre l'information et eux-mêmes. Il faut dire que s'il y a quelque chose qui s'est effondré complètement, c'est l'empathie. C'est-à-dire l'empathie n'existe plus. J'ai d'une certaine manière l'impression qu'il n'y a même pas une empathie à l'égard d'eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment, c'est euh, une forme d'une survivance mentale. Ceux qui peuvent partent, les autres c'est calfeutrent dans l'ignorance. Ceux qui ne le sont pas dépriment et les autres continuent, tant bien qu'est mal, leur vie soi-disant normale. Ok. Et comment ont été perçus le fait que notamment il y a des mandats d'arrêt maintenant qui ont été formulés par le procureur de la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens. Il y a aussi la Cour internationale de justice qui a reconnu maintenant qu'Israël était un État d'apartheid, que la colonisation était illégale. Comment c'est perçu? Comment c'est perçu par qui? Par la petite minorité, anticoloniale qui démocratique et qui lève la voix pour un cessez-le-feu qui appelle un chat, ou plutôt un génocide, un massacre, bien évidemment. C'est un sentiment de soutien. Mais la grande majorité des Israéliens, représentés par la majorité écrasante des députés israéliens, continuent à être dans les registres qui expriment très bien une chanson israélienne des années 50 qui s'appelle « Le monde entier est contre nous ». Et cette chanson raconte que le monde entier est contre nous. Ça fait des générations que nous dansons
à son rythme, et la chanson se termine, le monde entier est contre nous et nous on s'en fout. D'accord, donc c'est l'état d'esprit dominant. L'état d'esprit dominant qu'il s'agit de un deux poids, deux mesures à l'égard d'Israël. Voilà, c'est-à-dire que que le monde se focalise sur Israël, que, comme a dit le chef de l'opposition israélienne, Benny Gantz, les chefs de l'opposition, Benny Gantz et Yair Lapid, ont trouvé que c'est absolument scandaleux, c'est un mandat d'arrêt. C'est-à-dire eux qui luttent pour dissoudre ces gouvernements qui considèrent que c'est le pire gouvernement qui a jamais existé dans l'histoire d'Israël, que c'est un gouvernement que Netanyahou est un corrompu, un criminel, etc., etc. En même temps, quand il s'agit un mandat d'arrêt, d'une d'avis, eh bien, la réaction n'est pas une réaction citoyenne, est une réaction tribale. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout à une guerre civile à l'intérieur d'Israël, parce que pour avoir une guerre civile, il faut avoir une conscience citoyenne, une conscience civile. Les guerres civiles ne se font pas à l'intérieur de tribus. Voilà. Donc, d'ailleurs, on ne dit pas en Israël, on n'utilise pas la notion de guerre civile, on utilise la notion guerre fratricide. C'est-à-dire, on se considère tous comme des frères, et donc, au sein de la famille, les guerres peuvent être très, très dures, mais on garde une idée tribale. Et donc, de cette manière, c'est toute pression qui vient de l'extérieur de cette façon-là, cette forme de pression-là, qui va en contradiction avec les soutiens matériels, réels, donnés par l'Europe et par les États-Unis, est vu en Israël soit comme la discrimination injuste d'un côté, ou l'assignation injuste, soit comme deux paroles en l'air qui resteront, comme beaucoup de décisions onusiennes depuis 75 ans, resteront une lettre morte. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on avait vu au début de l'année 2023, lorsqu'il y avait eu ces manifestations pour la démocratie en Israël qui s'opposaient donc au nouveau gouvernement de Netanyahou, où là, effectivement, on parlait d'un mouvement pour la démocratie, contre les fascistes, les religieux, et ce terme fascisme, eh bien, il disparaît tout à fait maintenant. On a l'impression, par rapport à la qualification du gouvernement Netanyahou. Certes, mais si on regarde comme ça, on regarde les images de samedi soir, des manifestations récurrentes de samedi soir, on va noter quelque chose de très intéressant dans les pancartes. Les pancartes vont dire c'est un gouvernement criminel, c'est un gouvernement qui a abandonné les otages, il faut arriver absolument à un accord maintenant, démissionner, etc. Mais il n'y a aucune pancarte dans la manif principale qui appelle au cessez-le-feu, à l'arrêt de la guerre, ne parlons même pas des génocides. Pour trouver ces pancartes-là, il faut aller de côté, dans les marges, dans un endroit qui s'appelle Sarona. Il y a là une manifestation de quelques dizaines, je dirais quelques centaines pour être optimiste, des Israéliens qui disent les choses clairement. C'est-à-dire, là, c'est une des grandes contradictions. Les Israéliens, quand on les parle, ils disent le gouvernement est en train d'abandonner les otages. Les gouvernements, Netanyahou, a intérêt de tuer les otages. Ça, d'un côté. Mais en même temps, les réflexes immédiats est un réflexe d'accusation vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. C'est ça que j'appelle une forme tribale, dans laquelle la tribu elle se constitue face à ce qui est l'extérieur, non pas de l'intérieur. Évidemment qu'on peut trouver des voix qui vont dire c'est fascisant, c'est scandaleux, etc., qui vont le dire, mais ça sera extrêmement limité dans la forme de la critique. La critique à l'égard des religieux va être pourquoi eux, ils servent pas, ils font pas les services militaires. C'est-à-dire comme si les opposants disent mais pourquoi ils rejoignent pas les criminels finalement. C'est-à-dire il n'y a pas une idée qui dit bon les religieux orthodoxes ne veulent pas faire les services militaires, tant mieux, il faut que personne le fasse et qu'on appelle à de la désobéissance civile.
come down from the mountain to be carried through meadows and seas, bringing warriors of peace, to beat swords into plowshares with grace. And the mothers and fathers will follow as the children are leading the way, forging warriors of peace, to beat swords into plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Just listen to what it says. I got love in my heart to protect me from the speakers of hatred and rage. With them warriors of peace, I'll beat swords into plowshares today. Look out, you who are leading from darkness, right with fear of the poor and displaced. Here come those warriors of peace, to beat swords into plowshares today. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Listen to what it says. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. My heart is expanding, my spirit is rising, my soul is revealed, my body is healed. Through love and compassion, good people unite to turn anguish to hope and darkness to light. Darkness to light, darkness to light. If you want to join the show, take my hand and let us go where the sun is. It's not so far away. When you're weak and when you're strong, don't forget that you belong where your heart is. Listen to what it says. Listen to your heart. Be fine. Here come the warriors of peace, to bring swords into plowshares with grace. Here come the warriors of peace, to beat swords into plowshares with grace. Vous avez entendu la chanteuse israélienne Ayel Dekelbaum qui chantait la paix. Le cinéaste israélien Elia Sivan est interrogé à son retour d'Israël le 9 août 2024 et il nous a dit combien le peuple israélien est encore dans une sorte d'aveuglement qui ne lui permet pas de réagir face à la guerre à Gaza. Écoutons son témoignage sur la chaîne de télévision palestinienne diffusée sur YouTube. Et alors, par rapport justement à cet aveuglement de la communauté internationale, c'est vrai que donc vous parliez des otages. On sent que maintenant, on est en train de préparer vraiment l'opinion publique israélienne au fait qu'elle ne reverra pas les otages, parce que évidemment, ça n'entre pas dans les priorités, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement Netanyahou. Et en même temps, on a Macron en France au 300e jour du génocide, qui tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était voilà, à appeler comme priorité la libération des otages, ou bien on continue à parler de la solution à deux États, alors que la Knesset a justement voté contre cette solution-là. Comment vous l'expliquez, cet aveuglement de la communauté internationale, s'il est sincère?
Bon, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un aveuglement de la communauté internationale. Pourquoi aveuglement? Ce n'est pas parce qu'on voit que forcément ça appelle à l'action. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a inaction de la communauté internationale. On peut même se poser cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire la communauté internationale finalement? Est-ce que celle-ci existe autant que telle? Je pense que les choses sont plus graves que ça. Ce n'est pas, c'est que il y a finalement par l'inaction vis-à-vis d'Israël, il y a une forme d'un désaveu de ce qui est le droit international. C'est-à-dire, certes, nous sommes dans un contexte dans lequel nous parlons de la Palestine et nous sommes parfois trop focalisés que sur la Palestine. Mais on est en train de créer ici un précédent, un précédent dans lequel n'importe quel dictateur, n'importe quel régime autoritaire va venir et va dire, mais finalement, si ce que vous appelez la communauté internationale n'applique pas ces paroles, n'applique pas cette décision, celle-ci n'existait pas. Un feu rouge dans lequel tout le monde y passe avec la voiture et ne s'arrête pas, cesse d'être un feu rouge. Ce n'est pas important s'il existe tant que tel. Ce n'est plus un feu rouge. Un tribunal international de justice dans lequel ces décisions, ces avis sont bafoués, les Nations Unies, les conseils de sécurité dans lesquels c'est bafoué, ça cesse d'être quelque chose qui a quelconque autorité. Et c'est pour ça que ça va bien au-delà de la question de la Palestine-Israël. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de reconfigurer à travers ces conflits un rapport qui est un rapport complètement différent à ce qui est le droit international, ce qui est la justice internationale, ce qui pose une vraie question et un vrai problème, je dirais, aux militants de la cause palestinienne, par exemple, ou autres, dans lesquels la base des revendications, elle est le droit international, justement. C'est-à-dire comment on peut revendiquer au nom de quelque chose qui n'existe plus. Et c'est ça une question qui est extrêmement difficile. Donc, moi, j'y crois pas du tout à la question de l'aveuglement. Alors après, pourquoi l'inaction, si votre question, mais pourquoi l'inaction des États, par exemple des États européens? Pourquoi l'Union européenne, signataire de l'accord d'association avec l'État d'Israël, c'est-à-dire cet accord qui privilégie Israël vis-à-vis des exportations et vis-à-vis des relations avec l'Union européenne, dans lequel l'article 2 de cet accord d'association stipule que cet accord peut être suspendu, même annulé au cas d'atteinte avérée aux droits de l'homme. Pourquoi, par exemple, cet accord n'est pas suspendu? Eh bien, il y a de différentes possibilités. D'abord, c'est les statuts d'exception qui bénéficient. Certains vont dire qu'il s'agit de culpabilité. Moi, j'y crois pas du tout à cette notion de culpabilité. Moi, d'une certaine manière, et je sais que c'est compliqué parfois à comprendre, puis je crois à un antisémitisme inversé. C'est-à-dire, je crois que d'une certaine manière, abandonner la société israélienne, les juifs israéliens, et mettre en danger les Juifs demandent, comme fait aujourd'hui l'État d'Israël, est quelque chose dans lequel, par exemple, l'Europe s'en fout complètement. C'est-à-dire l'idée que finalement, si les Israéliens ont choisi le suicide, c'est leur problème. Ceci n'est pas une relation d'amitié, mais une relation d'animosité. Et par ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup en Europe. Au-delà, je parle maintenant de l'Europe, je ne parle pas du continent américain, c'est une question qui est différente. Je crois qu'il y a une foi profonde qui est le cœur de l'antisémitisme, qui est croire que les Juifs ont tout pouvoir. Et donc, c'est cet antisémitisme-là qui est, par exemple, prenons en France, et font que les campagnes électorales en France, par exemple, on n'a parlé que de l'antisémitisme. Cette surenchère de parler que de juifs ne vient que, à mes yeux, d'un antisémitisme qui est celui-là qui croit qu'il faut absolument parler des juifs. Et que les juifs, c'est la chose la plus importante à parler parce que les juifs ont tout pouvoir. Et ceux qui croient que les juifs, ils ont un pouvoir tentaculaire et mondial, ce sont les vrais antisémites. Et ce n'est pas important de quel bord ils le sont.
Oui, et en plus, c'est vrai qu'il y a cette idée aussi qu'avec Israël, tous les Juifs d'Europe, ben, finalement, peuvent regagner, entre guillemets, la terre promise, et donc sortir de l'Europe. Donc, effectivement, bah, on se débarrasse des Juifs ici. Donc, la logique est tout à fait compatible avec l'antisémitisme européen. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il faut, ça c'est quelque chose qui est fondamental et paradoxal. Le sionisme n'a jamais été un ennemi de l'antisémitisme. Le sionisme prétend d'avoir venu pour répondre aux problèmes de l'antisémitisme européen, mais finalement, les sionismes sont les premiers bénéficiaires de l'antisémitisme. Si être sioniste, c'est y croire que les destins des Juifs, au final, est l'émigration vers la terre promise, comme ils disent, eh bien, nous savons aujourd'hui, et c'est même les autorités euh, sionistes qui l'avouent, que les premiers facteurs aujourd'hui de la migration vers Israël, c'est l'antisémitisme. Donc, à partir de là, la lutte contre l'antisémitisme passe par délégitimer les organisations sionistes, quelles qu'ils soient et partout, dans leur lutte soi-disant contre l'antisémitisme. Les derniers qui pourront lutter contre l'antisémitisme, finalement, qui ont intérêt de le faire, c'est les organisations sionistes. Je donne souvent ces exemples c'est les premiers bénéficiaires de la pluie, c'est les vendeurs de parapluies. Évidemment, c'est pas lui qui cause la pluie, mais c'est les premiers bénéficiaires, et donc la pluie n'est pas l'ennemi de vendeurs de parapluies, bien le contraire, c'est son premier allié, et bien c'est pareil pour les organisations sionistes et l'antisémitisme. Oui, et vous aviez déjà dit précédemment que, en quelque sorte, le sionisme était en porte-à-faux avec le judaïsme historique et l'antisionisme en était la continuation. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce propos? Bah, si vous voulez, si nous regardons, l'histoire récente depuis la création de l'État-nation, l'idée d'État-nation et le judaïsme, définissez les judaïsmes comme vous voulez, un groupe social, un peuple, une nation non territoriale, comme vous voulez. Eh ben, si on regarde depuis la création de l'idée d'État-nation et les judaïsmes se retrouvaient très souvent à l'opposé de l'idée de l'État-nation. Dans une continuité historique d'une tradition juive qui est aussi une tradition rabbinique, c'est-à-dire une tradition religieuse qui considère que l'exil est une condition du judaïsme. L'exil n'est pas une notion territoriale, mais l'exil est l'idée que Dieu a à un moment abandonné la terre, et donc la terre se retrouve, le monde se retrouve en exil, et le juif symbolise en l'occurrence cet état d'exil. C'est un exil spirituel, ce n'est pas un exil spirituel. Et donc, l'idée d'un groupe social exilique, d'une nation exilique, c'est-à-dire dans laquelle l'exil n'est pas une anormalité, mais l'idée existentielle elle-même, c'est une continuité dans le judaïsme. Eh bien, arrive un moment qui est le moment de la rupture. Et la rupture, elle vient des milieux assimilationnistes et séculiers de judaïsme. Ceux qui viennent et dire, qui acceptent l'idée qu'il y a un problème juif, entre guillemets, bien évidemment, et qui acceptent aussi, ou qui disent d'une façon très claire, comme disent les sionistes, c'est il y a une anormalité juive. Et il faut rejoindre l'histoire, c'est-à-dire rejoindre l'histoire des nations et accepter l'idée d'État-nation. Ça, c'est quelque chose qui est à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on est peu de temps après cette idée. Eh bien, le sionisme, en l'occurrence, est une rupture, si vous voulez, au sein d'une tradition religieuse et séculière qui est centenaire et millénaire dans la conscience juive. Et si nous regardons les dernières 100 ans, on va voir qu'il y a une richesse extraordinaire de pensée juive
qui soit juif religieuse, orthodoxe, que ce sera juif marxiste, révolutionnaire, qui sera juif libéral, démocratique ou assimilationniste, comme vous voulez, anti-sioniste. D'ailleurs, toute cette pensée est regroupée dans un ouvrage extraordinaire que j'ai aidé avec mes archives qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive, sorti aux éditions Sileps en France, qui est un livre qui en réalité montre cette richesse extraordinaire de l'antisionisme juif venant de ces 4 familles de pensées que je viens de décrire, et dans lesquelles on peut dire qu'une des réussites de sionisme, c'est avoir créé l'ignorance et faire disparaître et enterrer cette richesse de pensée anti-sioniste, anti-étatique, anti-nationaliste, et en tous les cas foncièrement exilique. Oui, richesse de pensée qui incluait aussi l'idée, selon le judaïsme donc historique, il faut se mettre du côté du plus opprimé et pas du côté de l'oppresseur qui est justement donc l'option sioniste. Oui, c'est-à-dire même dans la tradition religieuse qui a imprégné la tradition tout court, même la tradition familiale, il y a cette idée que nous sommes des côtés des opprimés puisque nous nous souvenons, nous avons la mémoire d'avoir été esclaves en Égypte. Évidemment, il s'agit de mythes, mais en tous les cas, les mythes sont là pour engendrer de formes de rapports moraux, de rapports éthiques avec les mondes. Oui, il y a eu cette tradition-là, n'empêche que, si vous voulez, il ne faut pas non plus idéaliser. C'est-à-dire, il y a tradition d'un côté, ça n'a pas empêché qu'on peut voir des grands criminels qui étaient, il se trouve, d'origine juive. Henry Kissinger, par exemple, de grandes figures, de la politique criminelle et impérialiste américaine, était bien d'origine juive, mais il n'a pas agi en tant que juif, il a agi en tant qu'américain. C'est différent. Netanyahou, il se veut agir en tant que juif. C'est pour ça qu'il est dangereux pour les juifs. There's a secret remedy hiding underneath the tree, in the seed from which we came together. Women of the world unite, cast aside for centuries, bound in chains of slavery, waiting for the roots to come together. Women of the world unite, for the sake of humanity, unite, in the name of integrity, unite, to retrieve our felicity, unite, and all of our diversity, unite, use your gift with wisdom, unite, for the future of our children, unite, to protect our planet, unite, if you wish to live in peace, unite, with your ancient wisdom, unite, with your natural rhythm, unite, with the light you have hidden, you will elevate your power like a beautiful flower, breathe the love that brings us all together. Women of the world unite. Now the seed begin to sprout, women of the world we shout, races and religions come together. Women of the world unite, stand up for the tree of life, hug the darkness with our light, we can heal our pain when we're together. Women of the world unite, calling all our sisters, unite, and magnificent brothers, unite, each and every mother, unite, and courageous daughter, unite, in the darkest hours, unite, liberate your powers, give a voice to sanity, unite, celebrate humanity, unite, with our ancient wisdom, with our natural rhythm, with the life we have given,
ya, hey ya, with the flowers, with the leaves, with the spiders, the birds and the bees, with the mountains, with the sea, with the valleys and roots of the trees, with our passion, with our wounds, with the sun and the earth and the moon, with the living, with the dead, with the stars, with the mother of our mothers who gave birth to it all, from her soul, from her body, from her blood, from the depth of the pain to infinity has a key that brings us to the garden of our ancient wisdom and our natural rhythm with the light you have hidden. Elevate your power like a beautiful flower. Breathe the love that brings us all together with our ancient wisdom and our natural rhythm with the light we have given. Elevate your power like a beautiful flower. Breathe the love that brings us all together. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Merci d'écouter l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu une autre chanson de la musicienne israélienne Yael Dekelbaum et vous avez entendu aussi le cinéaste israélien Eyal Sivan nous expliquer sa conception du sionisme. Il est interviewé sur la chaîne de télévision palestinienne le 9 août 2024 à son retour d'Israël, où il a été le témoin de la propagande organisée par le gouvernement Netanyahou pour faire accepter la guerre à Gaza. Si vous voulez, on peut dire que le sionisme qui est un mouvement à la base, est un mouvement séculier, un mouvement non religieux, d'ailleurs un mouvement de rupture avec l'Iran, instrumentalise la religion, épuise dans la religion ses justifications. C'est qui le met d'ailleurs dans un paradoxe, on l'a mis pendant des décennies dans un paradoxe extraordinaire. J'imagine que beaucoup de vos auditeurs connaissent cette magnifique phrase du professeur Amnon Raz-Krakotkin, reprise souvent par professeur Ilan Pappé, qui définit la gauche sioniste comme ceux qui disent Dieu n'existe pas, mais il nous a promis la terre. Donc ça, c'est les paradoxes, la contradiction inhérente à la gauche sioniste. C'est-à-dire que d'un côté puise quelque chose qui s'appelle les droits historiques, un droit d'ailleurs qui n'existe pas sur le droit international, c'est un droit qui n'existe pas, ça veut dire rien, un droit historique, et bien, puise les droits historiques dans la Bible, hein, alors que c'est un mouvement séculier. Mais nous sommes arrivés dans un moment dans le sionisme dans lequel ces contradictions internes sont en train complètement de se tasser parce qu'on n'est plus affaire à la gauche sioniste ou au centre laïcard. Aujourd'hui, ceux qui détiennent les pouvoirs en Israël, les pouvoirs réels, les pouvoirs d'action et tout, c'est une forme de judaïsme messianique apocalyptique, que j'appelle les judaïstes d'ailleurs, je me refuse de les appeler juifs, dans lesquels eux, ils n'ont pas de contradiction, ils ne nient pas l'existence de Dieu et pourtant ils justifient l'existence de la terre, ils obéissent à ce qu'ils considèrent comme la promesse divine et agissent à l'ombre de la dictée soi-disant religieuse qui est toujours une forme d'interprétation. C'est-à-dire, ils vont interpréter certaines choses comme moi, je vais interpréter d'autres. Eh bien, ils vont être aujourd'hui, c'est eux qui sont aujourd'hui les voix dominantes de la société israélienne, c'est eux qui sont les composants de pouvoir dans le gouvernement. Ce n'est pas parce que le Likoud de Benjamin Netanyahu est le premier parti qui a le pouvoir. Il est extrêmement dépendant aujourd'hui de milieux, comme je dis, le milieu judaïste, c'est-à-dire ces judaïsmes messianiques apocalyptiques dans lesquels ses premiers alliés mondiaux sont les sionistes chrétiens américains qui représentent que
30 millions de personnes, c'est-à-dire que grosso modo, aucun président américain aujourd'hui peut être élu sans le soutien de chrétiens sionistes apocalyptiques. Ok. Et alors, je voudrais juste aussi, en dernière question, revenir sur un livre que vous avez écrit il y a 20 ans avec Éric Hazan. Vous avez aussi tiré un documentaire qui accompagnait ce livre, qui s'intitulait donc Un État commun, qui parlait de la solution binationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est encore envisageable après le génocide à Gaza? Si vous voulez, il ne s'agit pas, le livre Un État commun ne prend pas position pour un État binational comme il ne prend pas pour une position pour un État socialiste ou un État laïque démocratique. Il prend position à partir d'un constat pour quelque chose qui est appelé un État commun. Et je m'explique. On parle souvent que la seule solution et la seule issue au conflit sur les Palestiniens, c'est-à-dire on parle, c'est la solution à deux États. Dans les livres, nous essayons de peut-être, nous disons d'ailleurs clairement de l'ouverture, c'est que les discours des deux États est un discours de guerre, n'est pas un discours de guerre. Et que dans la langue française, comme d'autres langues, les mots partition, qui est la base de l'idée, la partition de la Palestine, hein, a un mot proche qui est le mot partage. Partage et partager, c'est-à-dire on peut partager un territoire, c'est-à-dire pas le scissionner, le partitionner en deux, ou partager comme on partage un rond. Quand je dis que nous partons d'un constat, c'est nous disons il y a aujourd'hui qu'un État qui gouverne tout le territoire qu'on appelle le territoire de la Palestine historique, c'est-à-dire le territoire de la Palestine sous mandat britannique, c'est-à-dire à la veille de 1948. Il n'y a qu'un État qui gouverne tous ces territoires. C'est lui qui puise dans tous les ressources naturelles, c'est lui qui a le pouvoir juridique sur tout l'État, c'est lui qui a le pouvoir militaire, etc., sur tout cet État. C'est-à-dire que Juifs israéliens et Arabes palestiniens vivent ensemble au sein d'un seul État qui est caractérisé par une politique discriminatoire absolue à l'égard d'une partie de la population, c'est-à-dire 50% de la population entre le fleuve de Jourdain et la mer Méditerranée. Donc il y a un État. Maintenant, il y a ceux qui viennent et disent la solution pour ça, c'est la partition, c'est-à-dire la création de deux États. Et nous disons, la solution que nous proposons est le partage, c'est-à-dire comment transformer cette situation d'un seul État en État démocratique non discriminatoire. Voilà. C'est-à-dire, nous partons de la réalité, alors que nous croyons que les autres parlent d'illusion. Et pourquoi? Et quel est l'argument majeur pour dire qu'il s'agit d'illusion? Parce que depuis le début de la colonisation de la Palestine, avec, à l'époque du mandat britannique, après la déclaration Balfour de 1917, ce qu'on appelait the Palestine problem, le problème de la Palestine, a toujours essayé d'être résolu par l'idée d'une partition de territoire. Et toujours, les partitions de territoire, en réalité, ont créé la guerre. La plus grande, c'est la résolution 181, qui a dit qu'il va y avoir la création d'un État arabe, un État juif avec une zone internationale. Et cette résolution de problème a créé la première guerre israélo-arabe. Et comme ça, on peut continuer à voir à chaque fois qu'on a émis l'idée de partition devant, celle-ci était un facteur de guerre. Et donc, on peut dire à partir de là que la solution de deux États n'est pas une solution, mais peut-être elle est la source même de problème. Et à partir de là, c'est bien notre argument que dire l'idée de la solution à deux États est un discours guerrier. Ça, c'est en dehors de la question éthique. Est-ce qu'on accepte l'idée d'un État juif? Est-ce qu'un État arabe ne va pas devenir finalement un État musulman? Etc. La solution à deux États n'apporte pas la réponse aux questions fondamentales de ces conflits,
qui sont les droits, par exemple, des réfugiés palestiniens, des personnes expulsées lors de la campagne de nettoyage ethnique de la Palestine de 1947-1948, leurs droits non annihilables au retour, au choisir que ce qu'ils veulent faire avec leur destin. Ah, la solution de deux États qui vient dire il faut le démantèlement des colonies, etc., est une solution qui vient et qui dit nous allons réparer un crime par une autre forme de crime, c'est-à-dire on reste dans les logiques des transferts de population, mais il faudra transférer les populations maintenant des colons de la Cisjordanie vers quoi? Ça veut dire quoi? On va dire les colonies qui existent depuis maintenant 40 ans, c'est des colonies pas bien, mais par contre, les colonies qui existent depuis 75 ans, c'est des colonies qui sont bien. C'est-à-dire, ça ne résout pas la question coloniale elle-même, et je pourrais continuer comme ça, en dire que finalement, parlons des ressources naturelles, forcément, les ressources naturelles ne sont pas partitionnables, si les mots existent en français, ils sont partageables. Et je conclus en disant que si nous sommes arrivés à la situation aujourd'hui, c'est parce qu'a été forcé quelque chose qui était la politique de séparation, qui est les sous-textes de toute la politique de l'idée des deux États. C'est-à-dire on va séparer les deux populations. La séparation entre les deux populations a créé une situation qui était d'un côté l'illusion pour la société israélienne que les Palestiniens n'existent plus, ils sont au-delà des murs, au-delà des barrières, ils sont là-bas, quelque part, on ne les voit pas, donc il n'y a plus de problème palestinien. Et pour les Palestiniens, ça a créé la frustration qui peut, qui peut être engendrée par toute situation d'incarcération forcée. Eh bien, surtout, ce qui a créé, ça a créé une totale déshumanisation de ces deux sociétés qui cessaient de se côtoyer. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette époque. Et donc, c'est ça les dangers aussi de la solution à deux États. La solution à deux États est l'illusion qu'on pourra séparer les deux sociétés. Non, c'est justement le défi des sociétés palestiniennes et israéliennes aujourd'hui, c'est vivre ensemble avec les démons, que j'espère sont les démons du passé, comme essaye de le faire la nouvelle société rwandaise d'un côté ou la société sud-africaine de l'autre. Je crois qu'effectivement, on est d'accord sur le constat de cette solution à deux États qui est plus problématique qu'autre chose. Mais encore une fois, est-ce qu'on est encore dans le domaine du réalisable, dans le contexte actuel qui finalement ne favorise pas du tout donc cette solution où la voix d'un Palestinien égalerait la voix d'un Israélien? Est-ce qu'il y a en Israël-Palestine ou Palestine-Israël, est-ce qu'il y a encore des forces qui réfléchissent à ça ou bien on est arrivé à un point de non-retour? Il y a des forces qui réfléchissent à ça, il y a des petits groupes qui réfléchissent à ça, mais moi j'en fais partie. En tous les cas, mon opinion, c'est que je ne vois pas aucun salut venant de l'intérieur de la société israélienne, en tous les cas. Je crois que la seule chose viendrait d'une pression extérieure sous forme qui sera le renforcement des boycotts des investissements sanctions d'une part, les sanctions internationales d'autre. C'est-à-dire, il s'agit d'une société, je parle de la société israélienne, il s'agit d'une société qui bénéficie de ses privilèges et personne encore a renoncé à ces privilèges tout simplement parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, j'ai trop de privilèges, j'aimerais renoncer à ça. » C'est valable à la fois pour la société, pour la masculinité, comme c'est valable pour l'israélité. Et est-ce que vous pensez que pour cette solution justement à un État, il n'y aurait pas un groupe qui pourrait jouer un rôle absolument crucial, groupe dont on ne parle pas actuellement, qui est, je pense, assez en danger, ce sont les Palestiniens de 48 ou les Palestiniens d'Israël. Est-ce que vous pensez que voilà, ce sont des personnes qui peuvent vraiment avoir un rôle important pour une solution à un État? Je dirais la solution à un État,
comme moi je l'appelle, la transformation de un État existant, la démocratisation, passe par quelque chose qui est extrêmement compliqué du point de vue palestinien en général, qui est une forme d'un renoncement au projet national palestinien tel qu'il a été établi à partir des années 60, la fin des années 70, ou plutôt dans les années 80, avec l'acceptation des résolutions 242 et 338 des Nations Unies, c'est-à-dire au moment que le Conseil national palestinien accepte l'idée de deux États. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui est un retour au projet initial de l'Organisation de libération de la Palestine, qui était le projet d'un État démocratique. Donc, d'abord, il s'agit d'une transformation. Deuxièmement, bien évidemment que la société palestinienne de l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire cette minorité de 21% qui représente les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël, eux sont les premiers à avoir l'intérêt de cette transformation. Mais je pense que le poids intérieur, surtout avec la terreur aujourd'hui qui est employée à leur égard, fait qu'il n'y a aucune initiative qui peut venir, même de l'intérieur de la société palestinienne. C'est pour ça que peut-être nous devons réfléchir, et là quand je dis un nous, je parle d'un nous qui est un nous anticolonial, un nous démocratique, à comment constituer un équivalent à ce qui était l'ANC, qui était le Congrès national africain. C'est-à-dire comment arriver à une situation dans laquelle nous constituons ensemble une lutte commune qui est en elle déjà sur une base égalitaire. Mais, et il y a un grand mais, tout ceci ne peut pas se faire dans une situation dans laquelle il n'y a pas un moratoire sur la colonisation. C'est-à-dire un moratoire sur la pratique coloniale qui consiste à pousser en permanence la société palestinienne de sa terre, à les déraciner et à exploiter les territoires et pousser aussi les Palestiniens au désespoir. C'est-à-dire que nous devons rentrer dans un processus de décolonisation avant de commencer à parler de la question de solution. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si vous voulez, peut-être l'erreur fondamentale qui a été faite à partir des accords d'Oslo, c'était subordonner la solution à la question de la fin de l'occupation. La fin de l'occupation de la Cisjordanie et aujourd'hui de Gaza ne sont pas la fin du conflit israélo-palestinien. Ils sont les points de départ pour pouvoir discuter de la solution. Et à aucun moment a été imposé un moratoire, c'est-à-dire qu'on a dit la colonisation cesse, l'occupation cesse, mais les territoires sous tutelle internationale, les forces israéliennes sortent, on arrête la construction et à partir de là, on commence à discuter solution. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut comprendre, et c'est ça peut-être la leçon majeure, c'est comment nous arrivons à une situation dans laquelle nous ne subordonnons pas, comme voudront les Israéliens, discuter la fin de l'occupation comme condition de la fin du conflit. La fin de l'occupation militaire n'est que le point de départ qui permet la discussion. On le voit très bien à Gaza. Les cessez-le-feu et les retraits israéliens sont la condition primaire pour pouvoir en discuter de l'avenir de la bande de Gaza. On ne va pas discuter l'avenir de la bande de Gaza tout en étant à l'intérieur de la bande de Gaza et continuant la terreur quotidienne telle qu'elle s'est faite. Et donc c'est ça, d'une certaine manière, les nouveaux paradigmes à intégrer. Et c'est aussi les nouveaux paradigmes de point de vue discursif, je crois, qui doivent intégrer les milieux militants. La fin de l'occupation et la fin du conflit sont deux choses qui sont complètes. C'est un fait, les idées et réflexions d'Eyal Sivan manquent au paysage médiatique francophone. On vous invite donc à faire entendre sa voix auprès d'un maximum de personnes en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo.
Dans notre émission Civis Pacem d'aujourd'hui, nous avons encore parlé de la guerre à Gaza. Vous avez entendu le cinéaste israélien Elia Sivan, de retour d'Israël, nous donner son point de vue sur le futur de la Palestine. D'après lui, la solution à 2 États n'est qu'une illusion et même peut-être une source de guerre. La solution ne pourra être trouvée qu'après la décolonisation de la Palestine. Malheureusement, d'après les informations que nous recevons en France, le gouvernement israélien n'a pas l'intention de changer sa politique de nettoyage ethnique et bien sûr, la guerre à Gaza continue. Le 11 août 2024, le journaliste palestinien Rami Abou Jamous, correspondant de France 24, faisait le bilan du désastre. Cette nuit, l'armée israélienne a ordonné de nouvelles consignes d'évacuation. On retrouve tout de suite en direct depuis Gaza notre confrère, le journaliste Rami Abou Jamous. Bonjour à vous, Rami. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez reçu cette nuit un nouvel ordre d'évacuer, une consigne qui réduit encore un petit peu plus la zone dite humanitaire. Oui, malheureusement, à chaque fois, là, depuis presque 3 semaines, c'est la nouvelle politique de l'armée israélienne qui demande de rétrécir et l'évacuation des zones. La première zone au début de la guerre, c'était la grande zone de Mawasi qui détend depuis Deir el-Balah jusqu'au de Rafah. Petit à petit, ça s'est commencé à rétrécir et là, on est en train d'être au début de Khan Younes ou bien le sud de Khan Younes jusqu'au Deir el-Balah et c'est en train de rétrécir. Gaza, avant, c'était presque une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, la population de Gaza et surtout les déplacés, on est dans une cage à ciel ouvert. Malheureusement, on est en train de se rétrécir cette zone-là avec plus de 1,2 million de personnes qui sont là. Et quand je dis qu'ils sont en train d'évacuer leur place, c'est malheureusement, ils se sont en train de se déplacer dans les rues, à côté des hôpitaux, dans des bâtiments vides qui ont été déjà bombardés, parce que malheureusement, humanitairement, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas un endroit pour se réfugier. Et surtout, et c'est toujours la peur parce que toute la bande de Gaza est visée. Il n'y a pas un endroit où on peut le considérer sûr. C'est même cette zone déclarée au printemps de l'armée israélienne que c'était une zone humanitaire. Ça a été bombardé plusieurs fois, toujours avec le même prétexte qu'il y avait un mec du Hamas dans cette zone-là. Au moins 10 écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Rami, vous le dites à l'instant, cette zone se restreint. Des familles dorment dehors, on imagine, où plus aucun endroit n'est sûr dans Gaza ? Oui, parce que les gens maintenant, avec cette nouvelle politique aussi des écoles qui a commencé il y a 2 semaines, hier il y avait la cible meurtrière de plus de 93. On est arrivé à 100 victimes malheureusement. Avant-hier, pareil, c'était visé des écoles. Donc maintenant, ce sont surtout les déplacés de quartier Est et tous les déplacés, que ce soit au nord de la bande de Gaza ou bien à l'est de Khan Younes. Et malheureusement, ils évitent d'aller dans les écoles parce qu'ils savent très bien que ces écoles-là, ils sont malheureusement désormais une cible et que ça peut être bombardé à n'importe quel moment. Donc maintenant, ils sont plutôt dans les rues, à côté des hôpitaux. Ils prennent les murs des hôpitaux parce qu'ils peuvent pas rentrer à l'intérieur des hôpitaux comme avant. Et malheureusement, c'est une vie catastrophique et gazastrophique parce que c'est jamais vu une catastrophe pareille qu'à Gaza. Rami, la défense civile palestinienne parle de plus de 90 morts après la frappe d'hier sur cette école. L'armée israélienne déclare de son côté que ce bilan avancé avait été exagéré et qu'ils avaient avant tout ciblé des terroristes du Hamas. Oui, à chaque fois, ils disent la même chose. À chaque fois, ils disent que depuis le premier jour de la guerre, ils mettent en cause, ils mettent en doute les chiffres. Malheureusement, maintenant, les victimes sont des chiffres. Et ils mettent en cause ces chiffres-là parce qu'ils disent que le Hamas, il augmente ce genre de chiffres. Mais on peut pas cacher ce genre de choses. Et même, on peut pas augmenter ou exagérer ce genre de choses parce que normalement, tout de suite, s'il y a une personne est morte, tout de suite, il est enregistré, que ce soit auprès des hôpitaux ou bien dans les endroits où il a été enterré. Donc il faut avoir le nom de la personne et il faut dire que il est mort à telle heure et tel endroit. Malheureusement, on est arrivé à un point hier, c'est vraiment honteux de le dire, mais parce que les gens étaient un peu déchirés en morceaux pour compter les gens parce qu'on savait pas qui faisait quoi et qui était dans cet endroit-là. On pesait ces morceaux de chair et on dit plus de 70 kilos c'est un homme, moins de 16 kilos c'est un enfant. On est arrivé malheureusement à ce point et c'est pour ça que le nombre des
des chiffres. On ne peut pas les compter exactement aujourd'hui. On parle de plus de 93 morts, mais on ne sait pas encore le chiffre exact en entendant des familles qui demandent de dire que leurs enfants ou bien leurs membres, ils ont perdu pour avoir le chiffre exact. Après tout ce que vous avez décrit, Rami, de nombreuses chancelleries ont condamné ces frappes. Est-ce que ces condamnations, ces déclarations, elles ont encore du sens pour vous? Est-ce que ces mots comptent ou plus du tout? Malheureusement, depuis le début de la guerre, même avant, avec nous, là, on n'a jamais compté sur le comité international, et on sait très bien que juste il y a des condamnations, et c'est pas la première condamnation. Depuis le premier jour de la guerre, il y a des massacres qui ne sont pas arrêtés, des boucheries qui ne se sont pas arrêtées, et même le ministre de la guerre israélien, il a déclaré lui-même, il a dit toute personne a participé au 7 octobre, et il va être visé et mort, lui et toute sa famille. C'est une vengeance aveugle, c'est un peu à la mafioso, mais ils l'ont déclaré officiellement et personne ne dit un mot. Et nous, on n'a jamais compté sur la communauté internationale. On sait très bien qu'on est abandonné et on est en train d'affronter notre destin face à cette machine de guerre avec un peu de courage et un peu de résistance, de rester chez soi et de ne pas partir. Merci beaucoup, Rami. Merci pour ce témoignage depuis Gaza. Ce témoignage du journaliste palestinien Rami Abou Jamous est glaçant. Comme ont été glaçants d'ailleurs les témoignages des médecins et des humanitaires revenus de Gaza depuis des mois. L'impuissance des nations occidentales, seules capables d'arrêter ce génocide, désespère les Gazaouis, mais aussi toutes celles et tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Les rassemblements de soutien sont plus ou moins toujours interdits en France. Mais le 11 août 2024, comme tous les samedis, les militants lyonnais ont choisi de se faire entendre dans la rue et ils avaient même demandé à des musiciens palestiniens de les accompagner. Une seule solution, arrêter l'occupation. 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 Depuis 10 mois maintenant, on se réunit tous les samedis pour dénoncer les horreurs. Et aujourd'hui, comme de nombreuses fois, les mots nous manquent pour dire l'état émotionnel dans lequel on est, pour dénoncer l'horreur celle que subissent les Palestiniens. Alors quand les mots nous manquent, on a essayé de faire appel à des chants. On a fait venir des musiciens, des chanteurs. On va interpréter plusieurs morceaux palestiniens et l'idée est de reprendre leurs mots puisque nous n'avons plus de mots aujourd'hui pour exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. En chantant leurs chants, on va aussi les faire vivre et faire vivre la culture palestinienne, malgré le fait qu'aujourd'hui nos cœurs sont absolument pas à la fête. Le premier chant qu'on va chanter, c'est un chant qui parle de l'exil. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans Gaza et depuis le mois d'octobre, il y a plus de 2 millions de personnes déplacées. 2 millions de déplacés, c'est l'équivalent de 2 fois l'agglomération ou la métropole de Lyon. Imaginez que d'un coup, vous ayez à vous déplacer, vous, vos voisins, votre boulanger, le maître d'école de vos enfants, votre informaticien, votre médecin, l'ensemble des gens que vous connaissez, vous soyez amenés à vous déplacer d'endroit en endroit. Ça fait maintenant 10 mois que ces personnes se déplacent. Et à chaque fois qu'elles pensent trouver refuge, Israël les bombarde et à chaque fois on a des pertes civiles délibérées. On n'oublie pas aussi les réfugiés palestiniens à travers le monde qui depuis 1948 cherchent refuge. C'est un chant traditionnel qui s'appelle Ya Zarif At-Tol. Aujourd'hui on va l'interpréter selon la composition d'un musicien palestinien qui vit à Lyon et qui s'appelle Iyad Haïmour. Bravo.
يا ظريف الطول مريوم لفات أشعل النيران قلبي منصفى لو كان الظريف عندكم لفات خبروا يا عود يقدم عندنا يا ظريف الطول يوم غاب الخبر جيتني لما القلب صبر حبك يا ظريف في قلب حفر وما في غير الموت فرق بيننا الطول يا سن الطعم يا رامي سلام لمك وابوك يا ظريف الطول يا سن الطاحون يا رامي بجلال جلال امك وابوك وانا يا شوقي يوم الغرابون شعري راسي شاب وظهير حنان شعري راسي شاب وظهير حنان شعري راسي شاب وظهير حنان Aujourd'hui, on peine à la faire reconnaître comme un État à part entière, mais il est plus qu'important qu'on fasse retentir l'hymne palestinien. Il est important qu'on l'apprenne, on va le chanter toute l'année s'il le faut, tous les samedis. Donc on vous invite vraiment à chanter avec nous. Donc c'est la première chanson, elle est en phonétique sur la première page, et pour celles et ceux qui lisent l'arabe, elle est en arabe sur la deuxième page. On vous invite vraiment à chanter avec vous, on compte sur vous. Vous voyez que la sono, on galère un peu. D'ailleurs, s'il y a un ingénieur du son ou quelqu'un qui s'y connaît, on veut bien un coup de main. Mawtini, c'est l'hymne national palestinien, donc c'est un chant de libération de la Palestine. Ça parle de la beauté, de la grandeur de cette patrie, mais surtout de la lutte pour la libération, pour la justice, pour le peuple palestinien et pour la terre, et puis la lutte de sa jeunesse et de son peuple qui en continue et qui a un devoir pour chaque Palestinien jusqu'à atteindre la liberté et la justice pour la Palestine. موطني موطني الجلال والجمال والسلام والمهاب في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك الأراك الأراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأراك بعلاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المكرد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا التلي مجدنا التلي موطني موطني
الحسام واليرى للكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفاء عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في عوناك قاهرة نعرضك قاهرة نعرضك موطني Nous sommes à la fin de notre émission au sujet de la guerre à Gaza. Je tiens à remercier le journaliste palestinien Rami Abou Jamous qui apporte courageusement ses témoignages sur la chaîne France 24. Je remercie également le cinéaste israélien Eyal Sivan qui nous a donné son analyse sur la situation actuelle en Israël. Il parlait sur la chaîne palestinienne. Et nous espérons bien sûr qu'enfin un jour le gouvernement israélien acceptera un cessez-le-feu à Gaza. Et nous espérons aussi que l'armée israélienne arrêtera son génocide en Palestine. Mais nous devons rester mobilisés pour dénoncer l'inaction des pays occidentaux et notamment de la France qui ne prend aucune mesure pour contraindre Netanyahou à arrêter le massacre. Alors il me reste bien sûr à remercier Frédéric qui diffuse régulièrement les émissions Civis Pacem sur Radio Libertaire et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ça vous parle ou pas ? N'est qu'un vieux champ de blé, un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné. Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression, un peu trop imagée. Caillou contre canon, c'est un combat truqueux. Au pied du mur, des enfants jouent, oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière les murs, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand les enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Moi aussi j'y ai cru, la justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge, allez massacre. À table de Tzahal, c'est l'oncle Sam qui régale. Du bruit pour HK, s'il vous plaît. Du bruit pour les enfants de Palestine.
quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité, quand ils sont opprimés. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je peux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évolué. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit, les hélicoptères passent et repassent et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé les oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier reste enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire, l'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et notre droit de veto. Du bruit pour la Palestine, s'il vous plaît. Ça c'est pour toi. Du bruit pour l'amour. Yes, I, merci. Du bruit pour HK, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. Ça va le splendide? Allez, je vous avoue, je vais casser un peu l'ambiance. Il reste 2 morceaux. Bah c'est maintenant ou jamais.